Docteur Eric Essoussé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV à la faveur de cet échange autour de cet ouvrage volumineux, fondamental, que vous avez publié aux éditions L'Harmattan en 2018, intitulé « Valeurs fondamentales parfaites et développement de l'Afrique, de la Renaissance aux Lumières africaines ». La première question qui me vient à l'esprit, qui est d'ailleurs en lien avec le titre extrêmement évocateur que vous avez choisi, valeurs fondamentales parfaites. D'abord, qu'est-ce qu'une valeur? Oui, moi-même, j'ai découvert tout cela en écrivant. Vous imaginez, c'est des mots qu'on prononce chaque jour, mais sans en savoir ni la quintessence, ni la profondeur, ni à quoi ça sert. Et justement, quand j'écrivais, donc, j'ai regardé dans le dictionnaire et j'ai eu la bonne définition. La valeur, c'est ce qui est important, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui emporte l'adhésion de tous. Parce qu'il y a là-dedans la vérité, il y a là-dedans la puissance, il y a là-dedans tout ce qui est convaincant. C'est ça de la valeur. Quand on dit que c'est ça de la valeur, ça a toutes ces caractéristiques qui permettent de transformer le réel et son propre réel, et soi-même et le réel. Oui, mais si c'est ça la valeur, pourquoi ajouter encore à la dimension de perfection et de fondamentalité? Parce que justement, fondamental, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, parce que là maintenant c'est englobant. Fondamental, parce que la valeur c'est un des fondements, mais fondamental c'est un ensemble de valeurs. Et ce qui est central, ce qui est incontournable, ce qui est irréversible, voilà les valeurs fondamentales qui ne finissent pas parce qu'elles sont spirituelles, elles sont immatérielles et elles sont immortelles. Et c'est ça le socle sur lequel on pose l'humanité. Le socle de l'humanité n'est pas posé sur la matière, mais sur l'esprit. Et c'est ça qui se tient. Donc, c'est ça donc, qui est fondamental, parce que c'est immortel, c'est indestructible. Qui est débiteur finalement de l'avènement de ces valeurs? Nous avons besoin de valeurs fondamentales parfaites. Qui doit les faire advenir? Qui doit les imposer à la société? Est-ce un homme? Est-ce un État? Est-ce ce qu'on appelle la communauté internationale qui est responsable de l'imposition de ces valeurs à la société? Je pense que c'est tout ce monde à la fois, la communauté internationale, la communauté nationale, mais aussi Dieu. C'est ça, nous évoquons Dieu très souvent, alors que c'est lui qui est le père de ces valeurs. Puis qu'en créant le monde, c'est lui le créateur, il a donné les normes par lesquelles il a créé le monde, en disant que si vous faites comme ça, vous-même vous devenez des créateurs, et vous faites donc mieux que moi, parce que maintenant vous êtes comme vous êtes, n'est-ce pas, les dépositaires de cette logique. C'est exactement. Quand ton professeur t'a formé au plan de l'école, tu as le diplôme, tu es docteur, tu es licencié, mais maintenant il dit que va faire ce que je t'ai enseigné, c'est exactement la même chose. La différence est donc que chez Dieu, c'est clair, c'est sûr, c'est irréfutable. Et c'est ça la différence entre les connaissances naturelles qui ne nous permettent pas de saisir tout le champ de l'activité, alors que les connaissances qui viennent de Dieu sont donc claires parce qu'il te donne tout le champ alpha, oméga. Non seulement alpha, oméga, n'est-ce pas, qui, moi j'aime le dire, terrestre, et non seulement terrestre, mais alpha, oméga aussi surnaturel. Donc tu as les deux alpha et les deux oméga. Quand tu as tout ça, donc, tu es complet. Donc, les valeurs fondamentales parfaites sont données à la fois par le Créateur lui-même et par l'homme. Parce que l'homme a sa part dedans. Et c'est ça donc que nous faisons au sein des organisations internationales, au sein des communautés nationales et tout ce que nous faisons. Mais pour que toutes ces valeurs aient de la percussion, qu'aient de l'effet souhaité dans le résultat, il faut avoir le code qui te montre, qui est un code qui a été posé dès l'origine par le Créateur. C'est quand tu mets ça dans ce code, donc, tu es sûr que tu es dans la vérité. C'est ça la vérité. La vérité a une source. Et la vérité vient d'abord du Créateur. Parce qu'il te la donne clairement. Si tu estimes que tu peux trouver ça aussi chez un homme qui l'a bien expliqué, c'est la même chose. Voilà. Docteur, vous, en abordant la question du développement, vous prenez l'exemple d'un certain nombre d'expériences de certaines civilisations qui ont favorisé, par exemple, l'avènement
la société occidentale que nous voyons aujourd'hui. Vous évoquez la Renaissance, le siècle des Lumières. Vous prenez même l'expérience asiatique, la révolution chinoise, pour montrer le cheminement et la trajectoire de ces peuples-là. Mais quand on voit ce que ces peuples sont devenus aujourd'hui et le recul qu'on semble percevoir dans, par exemple, la place de l'individu dans la société, on sent comme une sorte de retour vers la société de nature. Est-ce que c'est pas par hasard une utopie, finalement, celle que vous présentez, de ces valeurs fondamentales? Est-ce qu'elles sont une garantie de ce qu'on aura une meilleure société? Est-ce que la nature humaine corrompue ne peut pas nous mettre dans le risque de toujours connaître des reculs? C'est exactement, je vais commencer par la fin. Ce qui fait que justement les valeurs fondamentales souffrent souvent, c'est que l'être humain veut ramener ça à sa dimension charnelle. Et dès que tu mets ça à la dimension charnelle, tu n'as plus la capacité de donner à ces valeurs leur puissance. Et donc, mais pour se développer, il y a un seul cheminement, c'est la connaissance. Mais la connaissance parfaite, c'est pour ça que le chemin occidental de la Renaissance aux Lumières, c'est ça que j'ai repris. C'est le même chemin pour tout être humain. Il n'y en a pas deux. Parce que pour se développer, il faut naître dans la lumière de la connaissance. Et elle a ses codes, comme je l'ai bien expliqué déjà. Et la perfection est le point culminant. Parce que quand tu es parfait, tu es dans le monde des lumières. Le monde qui explique comment tout le reste se passe. Et quand donc tu as les clés qui te permettent de décoder la matière. Donc c'est ça la science, qui décrypte la matière pour maintenant la classer, pour maintenant, n'est-ce pas, pour maintenant la soumettre et pour maintenant la transformer pour le bien de l'homme. Mais c'est ça. Donc, quand donc, tu restes dans cette dimension qui t'a permis de le faire et que tu maintiens cette lumière vraie, tu fais les bonnes choses. Mais comme l'être humain, quand il a déjà cette domination, il oublie d'où lui est venue cette capacité. Et il estime que c'est lui qui a cette capacité. Et donc, progressivement, n'ayant plus cette lumière d'en haut, il n'a que sa propre lumière. Malgré la chance qu'il possède, donc, il devient un homme ordinaire. Et donc, fatalement, il redescend. Et les gens disent, mais pourtant, c'est un monsieur, c'est un homme qui ont fait des si grandes choses. Comment il redescend? Mais parce qu'ils n'ont plus conservé l'oméga. Où, quand tu arrives, il faut y rester. Et quand tu y restes là, tu es toujours dans la perfection, dans la lumière, dans la majesté, dans la grandeur, dans la dignité. Parce que on peut y rester. Malheureusement, nous descendons quand on descend. Mais ceux qui aussi sont sous-développés ne peuvent pas faire l'économie de monter. Ils sont obligés. Sinon, ils ne vont pas comprendre. Voilà. Ils vont toujours être en train de dire que mais les autres, ils ont fait ça. Mais pourquoi ils sont comme ça? Mais ils ont fait ça parce qu'ils sont devenus des humains. Mais vous ne pouvez pas faire comme si vous ne montez pas pour avoir ces lumières. C'est ça la différence. Et la preuve est là. Moi, je suis monté, j'ai compris pourquoi ils sont ce qu'ils font. Et j'ai compris aussi pourquoi ils deviennent des êtres naturels pour faire les choses comme les autres hommes. Et c'est ça. Mais l'Afrique ne peut pas donc ne regarder que les points faibles. L'Afrique doit regarder pourquoi ils sont devenus forts. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui nous permet aussi d'être forts. Et de prendre donc chez eux ce qui est utile, ce qui nous fait avancer, au lieu toujours de les critiquer dans leur faiblesse, que nous-mêmes nous avons aussi par ailleurs dans d'autres secteurs. C'est parce que l'être humain est le même. Il n'y a pas de différence. Il est le même fondamentalement dans la chair. Ce qui le différencie, c'est la lumière de la connaissance. Docteur Eric Essoussé, vous évoquez les valeurs fondamentales parfaites. Quel est le lien avec ce qu'on appelle valeurs universelles? Je me souviens que Shalom Schwartz, par exemple, et ses collègues, dans le cadre, ils ont proposé le modèle de psychologie sociale et ils proposent 10 valeurs universelles. La tradition, la bienveillance, l'universalisme, l'autonomie, la stimulation, l'hédonisme, la réussite, le pouvoir, la sécurité, la conformité. Vous, dans le cadre des valeurs fondamentales parfaites, vous proposez entre autres d'abord Dieu, première valeur parfaite, l'homme, deuxième valeur parfaite. Et dans Dieu, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a la science, il y a l'amour, la bonté, le bien, la joie, la vérité, la justice, la paix, la lumière, la liberté, la vertu, le salut, la plénitude, le bonheur, le mysticisme. Quelle est la différence entre les valeurs universelles et ces valeurs parfaites que vous proposez? Est-ce qu'elles sont un second niveau? Est-ce qu'elles vont au-delà des valeurs universelles qui sont proposées par la psychologie sociale? Je crois que les valeurs universelles sont les valeurs divines. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui a donné toutes ces valeurs. Et c'est pour cela que l'homme,
quand il se forme, il passe par là parce qu'il a en lui toutes ces valeurs de manière naturelle. Mais il faut maintenant les activer. Et l'activation, c'est pas la renaissance, c'est exactement. Donc, quand l'homme s'active, n'est-ce pas, active cette connaissance, cet esprit en lui, il arrive à ces valeurs. Et dans les valeurs universelles, c'est que la créativité a deux versants. La créativité vient de Dieu et elle vient de l'homme. Donc, c'est Dieu d'abord qui a créé, qui a donné le carnaval de la créativité. Il a dit à l'homme que tu peux faire comme moi. Mais dès que tu as appris mon chemin, mon code, tu vas le faire. Donc, ce qui fait que les valeurs universelles, ils sont pour une bonne partie les valeurs divines. Et quand donc on a pris ces valeurs, l'homme aussi ajoute ses capacités puisqu'il est créateur. Mais sauf que Dieu dit ceci. Quand vous allez faire tout cela, gardez le niveau qui est d'en haut, qui vous permet d'être toujours performant. Dès que vous perdez le niveau d'en haut, vous devenez, ces mêmes valeurs, n'est-ce pas, prennent de la pâleur. Elles n'ont plus la même vigueur, elles n'ont plus la même vitalité. Et c'est ça. Donc c'est pour dire donc que les valeurs universelles sont à la fois des valeurs divines et des valeurs humaines. Mais les valeurs divines humanisées. Parce que l'homme est un Dieu. L'homme est un Dieu. Dieu dit que vous êtes des dieux si vous faites comme moi. Donc c'est des valeurs divines et des valeurs humaines. Des valeurs universelles. En 1710, un philosophe que vous connaissez certainement, Gottfried Leibniz, a publié un magnifique ouvrage intitulé « Essai de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal ». La théodicée est la partie de la philosophie qui traite de Dieu. Et dans le champ de la théologie, c'est la partie qui traite des attributs de Dieu. Quand on vous lit, on comprend très bien que les valeurs que vous évoquez sont à la fois des attributs, des manifestations et des déclinaisons de Dieu. Exact. Comment vous avez eu l'idée d'articuler ces attributs de Dieu au développement? Ce qui est très intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai lu la Bible quand je suis déjà docteur de la Sorbonne. Docteur de l'université de la Sorbonne. Et quand j'ai lu la Bible, j'étais surpris de mon ignorance. C'est ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, docteur 3e cycle mentionne très bien dans la grande université, n'est-ce pas, de l'Europe, lui, une grande université de l'Europe. Mais quand j'ai lu la Bible, et alors la connaissance divine me dit, tu vois donc que tu ne connais pas tout, et tu ne connais même pas l'essentiel. Parce que quand j'ai commencé à lire dans la Bible, j'ai constaté que mon niveau de connaissance, c'était 40%. Oui, maintenant, voilà un indicateur que j'ai compris en continuant à me former. Alors, ce qui fait donc que j'ai trouvé dans la Bible des précisions par rapport à ma connaissance initiale qui m'ont permis de comprendre ce que c'est que, d'abord, ce qui est central à la vie, c'est l'amour. Ce qui est central à la vie, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Et qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que l'intelligence? C'est Dieu qui me l'a donné de manière claire. Le dictionnaire même ne me donne que n'est-ce pas, des connaissances approximatives. Quand on dit que l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter aux réalités, ça ne veut rien dire. Tu vas t'adapter comment? Or, la connaissance surnaturelle divine m'a montré que l'intelligence, c'est la capacité à tout comprendre. Parce que la Bible dit que celui qui fréquente Dieu comprend tout. Il te donne la capacité à te connaître toi-même, à connaître l'homme, à connaître tes capacités en l'homme. Et surtout, arriver toujours au niveau central de l'esprit. Parce que dès que tu es dans l'esprit a une puissance telle qu'il te donne à te surpasser. Voilà. Et à te dépasser. C'est le dépassement un peu, c'est comme la mute du serpent au plan naturel. Le serpent fait des mutes permanentes. À un moment donné, quand sa peau vient, il la change et il continue. Or, l'esprit te fait des murs permanentes parce que ça te rajeunit dans la pensée. Et l'esprit t'aide à toujours comprendre. Parce que c'est ça, le creuseur de la connaissance, le creuseur de l'intelligence. Donc, ce qui fait donc que les attributs de Dieu sont même les attributs de l'homme. Dieu dit que vous avez mes propres capacités, vous avez mes propres attributs. Vous êtes amour, vous êtes justice, vous êtes paix, vous êtes, n'est-ce pas, éternel même, pas d'esprit. Donc, c'est ça. Donc, les attributs divins sont divins, mais sauf que nous oublions que c'est nos propres attributs à nous. C'est ce dysfonctionnement qui fait que l'homme n'arrive pas à s'ajuster souvent. Mais quand tu t'ajustes, c'est fini, tu as compris que les attributs divins sont des attributs que Dieu a donnés à l'humain pour faire des grandes choses comme on le voit aujourd'hui. Docteur, que répondez-vous à ceux qui disent que les valeurs sont situées, que chaque société a ses valeurs et que l'idée de valeurs universelles est une utopie? Oui, mais chaque société a ses valeurs, mais ces valeurs, on parle plus de l'amour.
on parle toujours de la socialisation, on peut s'entendre. On parle toujours, n'est-ce pas, de ce que les êtres humains puissent vivre en harmonie. Donc, et quand bien même ces valeurs sont situées, mais sauf qu'on les a prises dans, n'est-ce pas, dans un environnement. Mais quand, et ceci c'était vrai au moment où les hommes ne se parlaient pas, ou parce que par le manque de communication, on ne pouvait pas. Mais dès que l'homme a commencé à communiquer, il a vu qu'il a les mêmes problèmes. Quand il est malade, on lui donne les mêmes traitements. Quand il veut se développer, il applique la même logique de la pensée, du raisonnement, n'est-ce pas, de l'analyse. Donc, c'est la même chose. Donc, avoir des valeurs situationnelles, c'est une vision quand on est seul. Mais dès qu'on est en communion avec l'autre, on va à l'université, comme disait le président du poste, Cédar Senghor. Chacun doit apporter son génie. Et c'est ça l'enrichissement mutuel. Si tu n'es que toi-même, tu ne t'enrichis pas beaucoup. Vous voyez? Et c'est pour cela que l'Afrique doit imiter ce qui est positif chez l'autre. Parce que c'est les valeurs humaines. Ce n'est pas des valeurs autre chose. Si, n'est-ce pas, vous trouvez que tel peuple fait tel aspect très bien, mais si vous estimez que ça vous est utile, vous l'imitez. Et vous faites même mieux, comme l'Asie a pris à son compte l'occidentalisation ou dans le côté scientifique et a fait mieux. Vous voyez comment? J'ai vu dernièrement à la télé une nouvelle ville chinoise qu'on appelle Hong Kong, je ne sais plus, mais 35 millions d'habitants. Alors j'ai vu immédiatement la Nouvelle-Asie et qu'aujourd'hui l'Amérique qui était par rapport à l'Europe, le nouveau continent, aujourd'hui l'Amérique est par rapport à l'Asie, n'est-ce pas, la vieille Amérique, comme on parle de la vieille Europe, parce que l'Asie a bien compris à son avantage comment se moderniser. Docteur, votre théodicée que vous proposez ne va-t-elle pas aboutir à une théocratie pour être réussie? Est-ce que les hommes ont toute la plénitude à la fois de la connaissance et de la capacité pour appliquer ou pour faire naître une telle société? Parce que le schéma que vous proposez est parfait. Est-ce que l'homme a toutes les capacités, la plénitude à la fois de la connaissance, de la capacité pour faire advenir une telle société sur le continent? Certains hommes s'ils sont formés. Et c'est justement ça, la masse critique que nous devons. C'est cette masse critique qui bâtit les sociétés. Et c'est elle qui tire les autres. Parce qu'on n'a pas besoin que tout le monde soit théocrate. Mais il faut que ceux qui dirigent aient cette vision pour tirer la grande masse. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que les hommes de science sont les hommes de lumière. Et c'est pour cela que les hommes de lumière ne sont pas seulement les hommes de science, c'est même les hommes d'État. Tout le monde est un homme de lumière quand il a la formation. Beaucoup plus même encore les hommes d'État, parce que c'est eux qui tirent la société de manière vraiment, je pourrais dire, déterminante par le pouvoir qu'ils détiennent. Donc c'est pour nous dire, donc, n'est-ce pas, on ne peut faire, cette dimension n'est pas donnée à tout le monde parce que c'est pour ça que la Bible parle de l'élection, mais elle est donnée à certains pour tirer les autres. Et en tirant les autres, en définitive, tout le monde a la capacité de plus ou moins, mais il est dans la bonne direction. Et c'est ça qui compte. Pour faire un lien avec Platon, qui souhaite l'avènement d'une société où le roi est philosophe, ou bien les philosophes deviennent rois, est-ce que ce n'est pas un tel schéma que vous proposez? Est-ce que finalement votre ouvrage n'est pas une prédication? Mais je pense que c'est possible. Mais si c'est une prédication pour changer l'homme, c'est formidable. Même les discours sont une prédication. La prédication n'est pas forcément le pasteur. La prédication, c'est celui qui possède la vérité et qui la passe aux autres, je crois. Donc, ce que je trouve d'intéressant dans mon livre, c'est qu'il m'a permis de retrouver tous les grands esprits. Parce que quand tu t'élèves au monde du spirituel, tu comprends pourquoi il y a eu les Platon, tu comprends pourquoi il y a eu les Mandela, tu comprends pourquoi il y a eu les Martin Luther, tu comprends pourquoi il y a eu telle ou telle personne. Parce que c'est le monde des esprits, le monde de la pensée, le monde de la lumière. Donc quand tu arrives là-bas, tu retrouves toute cette constellation que tu croyais être une caste éveillée, peut-être que même c'est une caste, mais tu trouves pourquoi ils sont là-bas et pourquoi vous n'êtes pas là-bas. Exactement. Donc c'est pour montrer que c'est une prédication qui naît de la lumière, de la vérité et qui est propre à tous les peuples. Quand j'ai fait mon doctorat à Paris, mon professeur m'avait reçu dans son bureau pour me dire que monsieur Soussé, vous êtes un garçon intelligent et l'intelligence est l'apanage de tous les peuples. Puisqu'il a dit que tous les hommes, la preuve est là, vous êtes arrivé à Paris, vous m'avez convaincu, au moins vous rentrez dans votre pays, vous êtes un garçon brillant. Alors, je crois qu'il a vu que j'ai compris les codes de la vie. Et encore qu'à l'époque, quand il m'a dit que vous êtes intelligent, je n'avais pas encore compris toute
toute la quintessence de ce que dans l'intelligence. C'est quand j'ai lu la Bible que j'ai compris donc l'intelligence c'est une capacité qui te permet de tout faire, mais de tout comprendre. Voilà. Docteur, certains estiment que le développement ne peut pas être identique, que le développement est un concept fourre-tout, un concept flou, et qu'il faut endogénéiser le développement, il faut y donner un contenu qui soit singulier, chaque peuple doit donner son identité au développement. Dans cette logique-ci, quelle est votre propre conception du développement? C'est quoi le développement pour vous? Le développement, c'est la capacité pour l'homme de maîtriser sa vie à son avantage, que tous les compartiments de sa vie, au plan moral, au plan esthétique, au plan éthique, au plan matériel, que tout cela lui permette de trouver le bien-être qu'il le demande. Si, alors, l'endogénisation, n'est-ce pas, c'est cela, mais maintenant, il faut tout simplement que en ce que vous faites, les autres humains se reconnaissent en cela et qu'ils viennent aussi imiter. Mais vous verrez qu'à la fin, c'est ça que la même chose. Mais la seule différence, c'est que le génie est tout différent. Parce que l'humanité est tellement diverse que c'est pour le bien de tous. Et la Bible que j'aime citer, elle me dit que le même esprit, n'est-ce pas, a des millions d'opérations pour chacun. Et dans ce domaine, toi, tu es le meilleur, l'autre est le meilleur. C'est le même esprit, mais c'est pour le bien de tous. Exactement. Donc, c'est ça, endogénisation, c'est ça. Voilà, l'endogénisation est bonne, mais il faut qu'elle soit dynamique et qu'elle ne soit pas statique. C'est ça l'avantage. Et que d'autres viennent retrouver les mêmes valeurs, le même niveau de capacité qui pousse à l'admiration et à l'imitation. Voilà, c'est cela qui est important. Et il faudrait que... Et c'est pour ça que les Occidentaux, je crois qu'ils ont un côté positif. C'est qu'ils ils prennent. Quand ils viennent chez vous, ils trouvent que vous avez fait de bonnes choses. Ils les copient parce qu'ils estiment que c'est bon. Donc, je crois que quand nous faisons nos routes, quand nous construisons nos maisons, mettons-y, n'est-ce pas, de la valeur, donc de ce qui est brillant, de ce qui crée l'admiration, de ce qui crée, n'est-ce pas, c'est ça, que les autres viennent imiter la majesté. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait la majesté, il faut qu'il y ait la dignité, il faut qu'il y ait le beau, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, les gens, la propriété. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Si c'est endogénisé, tant mieux. Voilà. Docteur, deux dernières questions. Qui est Dieu? Vous parlez de Dieu, des valeurs divines, de la perfection, qui est l'un de ses attributs, de la majesté, de la souveraineté. Dieu, c'est de la première page à la dernière page. Et en même temps, vous parlez de Christ, vous parlez de Confucius, vous parlez de Bouddha, vous parlez de Mahomet. Vous avez une vision œcuménique de Dieu. Exactement. Parce que Dieu a parlé à tous les peuples. C'est ça exactement. Parce que Dieu qui est le créateur de la vie savait que quand il va créer l'homme, l'homme ne va pas tout comprendre au même moment. Donc il devait s'exprimer aux hommes dans leur localité, dans là où ils sont. Et de telle sorte que, oui, c'est pour ça qu'on dit que quand l'homme naît, il a la connaissance de Dieu. C'est pas parce que, comme je pourrais, n'est-ce pas, il a cette identité en lui dès la naissance, il faut seulement l'activer. Et donc, c'est pour ça donc, si Dieu ne m'avait pas convaincu, je n'en parlerais pas. Oui, parce que je peux aussi dire cela que il y a des professeurs qui m'ont convaincu au plan naturel, comme mon professeur à la Sorbonne, qui m'a enseigné, le professeur Jean-Baptiste de Roselle. Mais quand je suis arrivé chez Dieu, j'ai trouvé mieux que Jean-Baptiste de Roselle. J'ai trouvé mieux que d'autres professeurs qui m'ont enseigné, qui ont fait vraiment leur part. Mais Dieu m'a apporté un plus que je n'ai pas trouvé chez les hommes. Et c'est ça qui fait la différence. Merci beaucoup, docteur. Dernière question, quand vous analysez les trajectoires des sociétés africaines aujourd'hui, quelle est l'analyse que vous en faites? Et s'il fallait que ces valeurs, que toute l'Afrique puisse s'en approprier, quel est l'horizon, selon vous, du développement de l'Afrique? C'est une très bonne question, et c'est une très bonne question à la fin, parce que mon deuxième livre, La pratique des fondamentaux du développement, montre que l'Afrique est sur la bonne voie.
parce que au moment où l'Afrique a eu l'indépendance en 1960 ou en 1950-60, elle ne pouvait pas faire mieux. Et René Dumont avait dit à l'époque que l'Afrique noire est mal partie. Il avait raison. Mais sauf qu'il pensait que les Noirs avaient des tares qu'ils ne pouvaient pas corriger. Non, c'est parce qu'on n'était pas formé par le colonisateur qui nous a laissé dans un niveau de connaissance qui ne nous permettait pas de faire que ce qu'on pouvait faire à cette époque. Or, par le biais de la connaissance progressive, l'Afrique a enfin, par l'éducation, par la santé et par d'autres voies qui ont permis à l'homme africain de progresser, nous voyons qu'aujourd'hui, l'Afrique est de plus en plus éligible à l'émergence. Avant, on ne parlait pas de l'émergence parce qu'on ne pouvait pas en parler. Et quand je fais maintenant mes analyses, je vois que sur 54 pays, 26 pays au moins africains, j'ai même mis 30, sont éligibles à l'émergence. Si on voit les indicateurs en PIB, n'est-ce pas, en PIB, en indice de développement humain, n'est-ce pas, donc tous ces indicateurs montrent que l'Afrique, les lignes bougent dans le bon sens. Et si donc nous persévérons en mettant l'accent sur la formation, l'éducation et la santé pour que l'être humain, qui est le vecteur principal du développement, soit bien formé, l'Afrique est sûre que dans 30 ans, 40 ans, l'Afrique va aussi entrer dans le cercle des pays émergents, voire développés. Et il y en a déjà qui le sont. Il y a le Maroc qui fait de très grands progrès dans l'émergence, parce que vous imaginez qu'aujourd'hui, l'industrie de l'automobile est devenue le premier poste, n'est-ce pas, de l'exportation du Maroc. Donc, le Maroc soit de plus en plus des matières brutes pour entrer dans l'industrie. Donc, c'est pour dire que la vision que j'ai de l'Afrique aujourd'hui, c'est que c'est une vision positive et optimiste. Donc, le pessimisme, c'est normal. Tous les peuples ont commencé par cela, par l'ignorance. Et optimisme, tous les peuples ont progressé dans la connaissance. Et l'Afrique est dans la bonne voie. Et je suis sûr que dans 30 ans, 40 ans, nous serons encore plus. Valeur fondamentale parfaite et développement de l'Afrique, de la Renaissance aux Lumières africaines. C'est un ouvrage publié par l'Harmattan Cameroun, un ouvrage écrit par le docteur Éric Essousset, ouvrage très actuel, sorti en 2018 et qui reste l'un des ouvrages les plus consultés de notre librairie. C'est un ouvrage fondamental qu'il faut lire. Si vous voulez comprendre les problématiques du développement, les trajectoires des sociétés africaines, le niveau d'évolution de nos sociétés, quels sont les enjeux de l'heure, c'est un ouvrage qu'il faut impérativement lire. C'est un ouvrage qui est disponible à l'Harmattan dans sa librairie de Yaoundé. Bien vouloir vous le procurer. Nous allons recevoir le docteur Éric Essousset très prochainement pour discuter de cette autre réflexion fondamentale. C'était la première. Publié toujours aux éditions L'Harmattan, La liberté de presse écrite au Cameroun, ombre et lumière, une réflexion qui traçait déjà la voie de la réflexion que nous avons. Et il faut rappeler qu'après cette réflexion fondamentale, le docteur Éric Essousset travaille sur le tome 2. Merci d'avoir accepté l'invitation de Wafrika TV, docteur Éric Essousset. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, je suis très heureux de constater que les Africains créent déjà les cercles de réflexion, les cercles de recherche, les cercles d'expression de ces recherches, et c'est ce que vous faites, et je vous félicite, c'est la voie à suivre. Merci beaucoup, docteur, et très prochainement, Wafrika TV vous dit merci, et à très bientôt pour une autre discussion autour d'un génie africain. À bientôt.